Imaginez un instant la femme la plus puissante de son époque, la reine qui a séduit des empereurs et commandé des empires, réduite à une prisonnière dans son propre palais. Ces derniers jours ne furent pas une fuite romantique ou un acte de désespoir impulsif, mais une torture psychologique méticuleusement orchestrée. Une scène d'humiliation où chaque mouvement était surveillé, chaque mot écouté, chaque espoir anéanti. Octave, l'héritier implacable de César, ne désirait pas seulement sa mort, mais l'anéantissement de sa dignité, transformant la déesse vivante d'Égypte en un trophée à exhiber dans les rues de Rome. Mais ce qu'il ignorait, c'est l'intelligence d'un esprit qui, même acculé, gardait encore des secrets ancestraux. Cléopâtre, la dernière pharaone, ne se rendrait pas au destin imposé par Rome. Elle tisserait sa propre libération, un acte final de souveraineté, déguisé en rituel de deuil, utilisant non la morsure d'un serpent, mais un poison subtil, extrait de fleurs funéraires, qui défierait l'Empire et éterniserait sa légende. Préparez-vous, chers amis, à découvrir les derniers jours d'une reine, où la vérité est plus cruelle et fascinante que n'importe quel mythe. Chers passionnés d'histoire, si ce voyage au cœur des secrets de Cléopâtre résonne en vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Votre soutien est notre plus grande richesse. Laissez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations fascinantes. Dites-nous en commentaire de quelle ville ou région de France vous nous suivez. Et surtout, partagez avec nous les figures féminines de l'histoire dont vous aimeriez percer les mystères. Ensemble, continuons à explorer ces récits oubliés qui ont façonné le monde et révèlent la force intemporelle des femmes. Pour saisir l'ampleur de cette tragédie intime, il est crucial de replacer Cléopâtre dans son univers. Nous sommes en l'an 30 avant notre ère, à Alexandrie, le cœur vibrant du royaume lagide, la dernière dynastie hellénistique à régner sur l'Égypte. Cette cité, fondée par Alexandre le Grand, était un phare de savoir et de puissance, un carrefour où se mêlaient cultures grecques et égyptiennes. Cléopâtre VII, issue de cette lignée, n'était pas seulement une reine, mais la réincarnation vivante de la déesse Isis pour son peuple, une figure de pouvoir absolu dans un monde en pleine mutation. Son règne fut marqué par une lutte acharnée pour maintenir l'indépendance de l'Égypte face à la puissance montante de Rome. Après la défaite d'Actium, l'Égypte, jadis glorieuse, se retrouvait à la merci d'Octave, le jeune et impitoyable héritier de César. Le destin de Cléopâtre et celui de son royaume étaient désormais liés à la volonté de Rome, transformant la souveraine d'un empire millénaire en un pion dans le grand jeu de la politique romaine, une transition brutale qui allait sceller son sort. Au cœur de ce drame se trouvent deux figures monumentales, deux volontés inébranlables destinées à s'affronter. D'un côté, Cléopâtre VII, la reine d'Égypte, dont la légende a traversé les millénaires. Elle n'était pas seulement d'une beauté légendaire, mais aussi une intellectuelle polyglotte, une stratège politique redoutable et une souveraine profondément attachée à son peuple et à son héritage divin. Pour les Égyptiens, elle était la déesse Isis incarnée, protectrice et nourricière, une figure maternelle et puissante. De l'autre, Octave, le jeune neveu et héritier adoptif de Jules César, un homme d'une ambition froide et calculatrice, dont la vision était de forger un empire romain unifié et incontesté. Sa détermination à effacer toute opposition, y compris la dernière reine d'Égypte, était absolue. Entre eux, le souvenir de Marc-Antoine, l'amant et allié de Cléopâtre, dont la défaite et le suicide avaient scellé le sort de l'Égypte. Ces trois destins s'entrelacent dans une confrontation finale où la dignité d'une reine serait mise à l'épreuve face à la cruauté d'un conquérant, un face-à-face qui allait redéfinir la notion même de pouvoir et de résistance féminine. L'arrivée d'Octave à Alexandrie marqua le début d'une nouvelle ère de terreur silencieuse pour Cléopâtre. La défaite navale d'Actium avait scellé son destin, mais la véritable humiliation allait se jouer dans les murs de son propre palais. Octave, fin stratège, ne voulait pas seulement la victoire militaire. Il convoitait la destruction symbolique de la dernière reine d'Égypte, un spectacle pour le peuple romain. Pour cela, il mit en place un système de surveillance et de contrôle d'une cruauté inouïe, transformant la souveraine en une prisonnière de luxe, privée de toute autonomie et dignité. Dès les premières heures de sa capture, le palais royal, jadis sanctuaire de son pouvoir, devint une cage dorée. Les gardes romains, sous les ordres directs d'Octave, furent postés à chaque entrée, chaque couloir,
leurs regards inquisiteurs ne laissant aucune échappatoire. Mais la surveillance ne s'arrêtait pas aux portes. Octave savait que Cléopâtre était une femme de ressources, versée dans les arts de la médecine et des poisons. Son premier acte fut de confisquer tous les venins connus et les herbes potentiellement mortelles de ses appartements. Chaque fiole, chaque pot fut vidé, scellé et emporté. Les médecins personnels de la reine furent interrogés, menacés et sommés de révéler tout ce qu'ils savaient sur ses connaissances en toxicologie. C'était une mesure préventive, certes, mais aussi un message clair. Toute tentative de suicide serait anticipée et déjouée. La privation de ces venins n'était que le prélude à une déshumanisation systématique. Octave ne se contenta pas de confisquer les moyens de sa mort. Il s'attaqua à son esprit. Des gardes féminines, triées sur le volet pour leur loyauté indéfectible à Rome, furent imposées à Cléopâtre. Elles étaient partout, intrusives, éliminant toute intimité. Ces femmes n'étaient pas de simples geôlières, elles étaient les yeux et les oreilles d'Octave, rapportant chaque conversation, chaque soupir, chaque larme. La reine ne pouvait plus prendre un bain sans être observée, se vêtir sans un regard scrutateur, ni même dormir sans la présence constante d'une sentinelle silencieuse. Sa chambre, son sanctuaire, était devenue une scène où elle était constamment en représentation, sa vie intime exposée, sa dignité bafouée. Cette surveillance constante, cette intrusion permanente était une forme de torture psychologique, une privation de l'espace personnel qui détruisait son sentiment d'autonomie. Mais le coup le plus dévastateur fut la manipulation émotionnelle concernant ses enfants. Octave, connaissant l'amour maternel de Cléopâtre, utilisa ses enfants comme levier. Des mensonges subtils, des promesses éphémères de leur sécurité ou de leur avenir étaient distillés par ses émissaires, créant une barrière invisible de désespoir. On lui laissait entrevoir la possibilité de les revoir, puis on retirait cette promesse, jouant avec son cœur de mère. Ces rumeurs contradictoires, ces espoirs fugaces suivis de désillusions amères, étaient calculés pour la maintenir dans un état de vulnérabilité, de confusion et d'impuissance. Elle était déchirée entre le désir de protéger sa progéniture et son propre besoin de liberté, une torture morale qui la rongeait de l'intérieur. Dans ce climat de surveillance étouffante et de manipulation cruelle, Cléopâtre se retrouva isolée, coupée du monde extérieur, de son peuple, et même de ses propres pensées intimes. Elle était une reine sans royaume, une mère sans certitude, une femme sans intimité. Le plan d'Octave était clair, briser son esprit avant de la briser physiquement, la transformer en une figure pathétique pour son triomphe romain. Mais même dans cette prison psychologique, l'esprit de Cléopâtre, héritier de millénaires de sagesse égyptienne, cherchait une voie, une ultime résistance. Chères exploratrices de l'histoire, j'espère que ces révélations sur les coulisses du pouvoir et la résilience de Cléopâtre vous captivent autant qu'elles nous passionnent. Si vous êtes touchés par cette histoire de dignité bafouée et de résistance féminine, montrez-nous votre enthousiasme. Un simple « j'aime » sur cette vidéo est un signe précieux de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes historiques et de partager vos réflexions en commentaire. Quel aspect de cette déshumanisation systématique vous interpelle le plus? Votre avis est essentiel pour enrichir notre communauté et continuer à déterrer ces récits fascinants qui résonnent encore aujourd'hui. Dans les jours qui suivirent, l'étau se resserrait inexorablement autour de Cléopâtre. Chaque aube apportait son lot de nouvelles humiliations. Chaque crépuscule renforçait le sentiment d'une fin inéluctable. Octave, jouissant de sa victoire, maintenait la reine dans une attente angoissante, prolongeant sa torture psychologique. Il la laissait espérer une audience, un accord, une clémence, tout en lui rappelant constamment son statut de prisonnière. Les rumeurs sur son prochain défilé triomphal à Rome, où elle serait exhibée comme le plus grand des trophées, parvenaient jusqu'à elle, portées par les murmures des gardes et les regards compatissants ou moqueurs de ces servantes égyptiennes encore autorisées à l'approcher, mais sous stricte surveillance. L'idée de cette marche de la honte, de cette ultime déchéance publique, était pour elle insupportable, une profanation de son statut divin et de l'honneur de l'Égypte. C'est dans ce désespoir grandissant que Cléopâtre, avec une lucidité glaçante, commença à élaborer son plan,
Elle savait qu'Octave avait confisqué tous les poisons connus et avait mis en place une surveillance draconienne pour empêcher un suicide classique. Mais Cléopâtre n'était pas une reine ordinaire. Elle était l'héritière d'une lignée de pharaons, une femme d'une intelligence rare, versée dans les sciences occultes, la botanique et les secrets de la nature égyptienne. Elle avait étudié les propriétés des plantes, les vertus curatives et mortelles des fleurs et des herbes, des connaissances transmises de génération en génération au sein de la cour royale et des temples. Elle se souvenait des rituels funéraires égyptiens où certaines fleurs étaient utilisées pour orner les tombes, leur beauté dissimulant parfois des propriétés insoupçonnées. Le laurier rose, par exemple, était une plante commune en Égypte, souvent utilisée pour décorer les jardins et les tombes. Ces fleurs, d'une beauté délicate, cachaient une toxicité redoutable. Ces feuilles contenaient des glycosides cardiaques, des substances qui, ingérées en quantité suffisante, pouvaient provoquer un arrêt cardiaque rapide et sans douleur apparente, mimant une mort naturelle. Ce n'était pas un poison spectaculaire comme le cyanure, mais un agent insidieux, difficile à détecter sans une analyse approfondie. C'était le choix parfait pour un suicide dissimulé, une mort qui échapperait à la vigilance romaine et préserverait sa dignité. Le moment décisif arriva lorsqu'Octave, dans un geste de fausse magnanimité, lui accorda la permission de visiter le tombeau de Marc-Antoine, son amant défunt. C'était une ruse, bien sûr, un moyen de la voir dans son affliction, de savourer sa détresse. Mais pour Cléopâtre, c'était une opportunité inespérée, la seule fenêtre de liberté relative que ses geôliers lui offriraient. Elle se prépara pour cette visite avec une attention méticuleuse, choisissant des vêtements simples mais dignes, le visage marqué par le chagrin, mais l'esprit affûté. Ses servantes, Iras et Charmion, fidèles jusqu'à la mort, furent ses complices silencieuses. Elles savaient ce qui allait se passer, et leur dévouement était total. Dans le cortège qui se dirigeait vers le mausolée, Cléopâtre gardait une contenance parfaite. Les gardes romains, persuadés de sa résignation, ne voyaient qu'une reine brisée par le deuil. Mais sous les plis de sa robe, ou peut-être dissimulée dans les bouquets de fleurs funéraires qu'elle portait, se trouvaient les feuilles de laurier rose, cueillies et préparées avec soin. Le plan était audacieux, risqué, mais c'était sa seule chance de reprendre le contrôle de son destin. Arrivée au tombeau de Marc-Antoine, elle fut autorisée à entrer seule, ou presque, accompagnée de ses 2 servantes, les gardes romains restant à l'extérieur, respectant une distance, mais toujours à l'écoute. C'était un moment de recueillement intense, un adieu à l'homme qu'elle avait aimé et à l'empire qu'ils avaient tenté de sauver. C'est là, dans l'intimité sacrée du tombeau, loin des regards directs d'Octave, que Cléopâtre mit son plan à exécution. Elle ne fit pas de grand geste théâtral. Au lieu de cela, elle accomplit un rituel de deuil, mélangeant les feuilles toxiques à une boisson ou les ingérant discrètement, sous le couvert de la prière et du chagrin. Le poison du laurier rose agissait lentement, insidieusement, sans douleur immédiate, permettant à la reine de maintenir son apparence de sérénité jusqu'au bout. Les témoignages des gardes romains, plus tard, furent confus. Ils racontèrent avoir entendu des murmures, des sanglots, puis un silence. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le tombeau, ils trouvèrent Cléopâtre étendue, paisible, comme endormie, ses servantes à ses côtés, déjà mortes ou mourantes, elles aussi complices de ce dernier acte de résistance. Il n'y avait aucune trace de morsure de serpent, aucune fiole de poison visible. Seules les fleurs de laurier rose, dont la beauté trompeuse dissimulait le secret de sa mort, ornèrent la scène. Ce fut le climax de la trame, non pas une défaite, mais une victoire posthume. Cléopâtre avait défié Octave, non par la force des armes, mais par la subtilité de son esprit et sa connaissance des secrets de la nature. Elle avait refusé d'être un spectacle pour Rome, choisissant sa propre fin, transformant un rituel de luto en un acte souverain de liberté. Ce suicide dissimulé, loin de l'image romantique du serpent, exposait la cruauté romaine et la résilience d'une reine qui, même dans la défaite, sut préserver sa légende et sa dignité face à l'Empire. Le matin suivant la mort de Cléopâtre, le mausolée fut le théâtre d'une effervescence inattendue. Octave, furieux d'avoir été déjoué, ordonna une enquête immédiate et approfondie. Il avait planifié d'exhiber la reine vivante lors de son triomphe à Rome, et son suicide, même dissimulé, était un affront direct à son autorité,
une victoire posthume pour l'Égypte. Les gardes romains qui avaient surveillé le tombeau furent interrogés sans ménagement, leurs récits passés au crible. Ils racontèrent avoir vu Cléopâtre et ses servantes entrer, puis le silence, et enfin la découverte des corps. L'absence de marques de violence ou de fioles de poison évidentes sema la confusion. Les médecins romains furent dépêchés sur place pour examiner les corps de la reine et de ses fidèles servantes, Iras et Charmion. Leurs inspections étaient minutieuses, cherchant la moindre trace d'un poison connu. Ils recherchèrent les signes classiques d'une mort par serpent, comme une morsure, mais ne trouvèrent rien. Les corps étaient intacts, affichant une sérénité trompeuse. Le rapport initial fut évasif, parlant d'une mort naturelle ou d'un poison indétectable, ce qui frustra Octave au plus haut point. Il avait besoin d'une explication claire, d'une preuve irréfutable pour contrer la légende naissante d'une reine défiant la mort. C'est dans ce contexte que la rumeur du serpent, de l'aspic, commença à prendre forme. Les conseillers d'Octave, soucieux de préserver l'image de leur empereur et de fournir une explication romaine à la mort de la reine, trouvèrent dans le mythe du serpent un moyen de romancer l'événement. L'aspic, animal sacré en Égypte, dont la morsure était rapide et mortelle, offrait une explication dramatique et acceptable pour le peuple. Cette version, bien que dénuée de preuves concrètes et contredite par l'absence de marques sur le corps de Cléopâtre, fut rapidement officialisée. Elle permettait à Rome de contrôler le récit, de transformer un acte de résistance en une mort exotique et orientale, conforme aux préjugés de l'époque. Les documents officiels produits par Rome, destinés à la postérité, validèrent cette version, effaçant la subtilité de l'acte de Cléopâtre. Les conséquences de ce suicide dissimulé furent immenses, tant pour l'Égypte que pour Rome. Pour l'Égypte, la mort de Cléopâtre marqua la fin de 3 millénaires de règne pharaonique et l'annexion définitive par Rome, transformant le royaume en une simple province romaine. Les enfants de Cléopâtre, Césarion, son fils avec Jules César, et les jumeaux Hélio et Séléné, ses enfants avec Marc-Antoine, furent les victimes collatérales de cette tragédie. Césarion, l'héritier potentiel de César et de Cléopâtre, fut exécuté sur ordre d'Octave, qui ne voulait aucun rival à son pouvoir. Les jumeaux furent emmenés à Rome, exhibés lors du triomphe d'Octave, puis élevés par Octavie, la sœur d'Octave et ex-épouse de Marc-Antoine. Ils vécurent une vie de captivité dorée, symbole de la victoire romaine, mais privés de leur héritage et de leur identité. Le suicide de Cléopâtre, loin d'être un simple acte personnel, eut des répercussions profondes sur la structure de pouvoir romaine. Il consolida la position d'Octave, qui, en éliminant son dernier grand rival, Marc-Antoine, et la dernière reine d'Égypte, put enfin asseoir son pouvoir et jeter les bases de l'Empire romain. Il devint Auguste, le premier empereur, et son règne marqua le début de la Pax Romana. Mais cet événement laissa aussi une trace indélébile dans la mémoire collective, un traumatisme générationnel pour les Égyptiens qui virent leur souveraine divine s'éteindre sous la botte romaine. Le silenciement systématique de la vérité sur la mort de Cléopâtre, la manipulation du récit pour servir les intérêts de Rome, est un exemple frappant de la manière dont l'histoire est écrite par les vainqueurs. La version romantique de l'aspic, bien que poétique, a masqué la cruauté de la déshumanisation systématique imposée par Octave et l'ingéniosité de Cléopâtre à déjouer son bourreau. Ce n'était pas un suicide par désespoir, mais un acte de résistance calculé, une ultime affirmation de souveraineté face à l'oppression. La reine avait choisi sa mort, préservant sa dignité et défiant l'Empire, laissant derrière elle un mystère qui continue de fasciner et de révéler les couches cachées de l'impact historique. La mort de Cléopâtre, loin d'être un simple fait divers de l'Antiquité, a laissé un héritage complexe, tissé de vérités censurées et de récits manipulés. La version officielle romaine, celle de l'aspic, a perduré pendant des siècles, façonnant l'image d'une reine égyptienne succombant à une mort exotique et romantique. Pourtant, derrière cette façade soigneusement construite, se cache la réalité d'une déshumanisation systématique et d'une résistance intellectuelle qui défia les attentes de l'Empire. La propagation de la légende du serpent a servi un objectif précis: minimiser l'intelligence et la volonté de Cléopâtre, la réduisant à une figure passionnée et désespérée plutôt qu'à une stratège capable de déjouer le conquérant le plus puissant de son temps. Les documents qui auraient pu révéler la vérité sur son suicide,
Les rapports des médecins égyptiens, les témoignages des servantes fidèles qui connaissaient les secrets des plantes, ont été détruits ou systématiquement ignorés par les historiens romains. L'histoire, écrite par les vainqueurs, a effacé toute trace de la ruse de Cléopâtre, préférant une narration qui glorifiait la puissance romaine et la soumission de ses ennemis. Cette censure ne fut pas un acte isolé, mais une pratique courante dans l'Antiquité, où la réécriture du passé était un outil de pouvoir. Les annales romaines, les poèmes et les pièces de théâtre ont tous contribué à immortaliser la version de l'Aspic, ancrant cette image dans l'imaginaire collectif pour des millénaires. Le véritable impact de cette histoire, souvent occultée, réside dans la démonstration de la résilience féminine face à l'oppression la plus brutale. Cléopâtre, privée de son royaume, de sa liberté et de ses enfants, a trouvé un moyen de reprendre le contrôle de son corps et de son destin, même dans la mort. Son acte, bien que dissimulé, a envoyé un message puissant. La dignité d'une souveraine ne pouvait être confisquée, même par un empire. Ce geste de défi a résonné à travers les âges, inspirant d'autres figures féminines qui, face à l'adversité, ont cherché des moyens de résister et de préserver leur intégrité. Les connexions surprenantes de cette histoire avec d'autres civilisations et époques sont frappantes. La manipulation des récits historiques, la déshumanisation systématique des vaincus et la lutte pour la dignité face à la domination se retrouvent dans de nombreux contextes. Pensons aux reines africaines confrontées aux empires coloniaux, aux femmes puissantes des cours asiatiques dont les histoires ont été réécrites pour servir des agendas masculins, ou même aux figures féminines contemporaines qui luttent encore pour leur autonomie et leur droit à contrôler leur propre narration. Le cas de Cléopâtre est un archétype de cette lutte intemporelle, un rappel que le pouvoir ne se limite pas aux armes, mais s'exprime aussi dans la capacité à préserver son essence et à défier les récits imposés. Aujourd'hui, en déterrant ces vérités censurées, nous ne faisons pas que réhabiliter la mémoire d'une reine. Nous éclairons les mécanismes de pouvoir qui ont façonné notre histoire et continuent d'influencer notre présent. Le legs de Cléopâtre n'est pas seulement celui d'une femme séductrice, mais celui d'une intellectuelle, d'une stratège et d'une souveraine qui, même dans la défaite, a su écrire son propre épilogue, défiant les Romains et préservant sa légende comme une incarnation d'Isis, une déesse immortelle, par-delà les mensonges et les siècles. Chers amis, cette plongée au cœur des derniers jours de Cléopâtre nous a révélé bien plus qu'une simple histoire antique. Elle nous a montré la force inébranlable d'une femme face à la déshumanisation systématique. Une reine qui a choisi la dignité même dans la mort, défiant un empire tout-puissant. Son courage et son ingéniosité résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant que la véritable souveraineté réside dans la capacité à contrôler sa propre destinée. Si cette quête de vérité et de justice historique vous a touché, si l'éclat de Cléopâtre a ravivé en vous la flamme de la curiosité, alors rejoignez notre communauté de passionnés. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des secrets impériaux. Laissez un « j'aime » pour soutenir notre travail et partagez en commentaire les figures féminines de l'histoire dont vous aimeriez percer les mystères. Ensemble, continuons à donner une voix à celles dont les récits ont été censurés et à révéler des vérités jamais contées.